Bonsoir les explorers, nous sommes en différé et ce soir nous avons un cadeau mais magnifique de notre ami Guillaume. Guillaume, que nous offres-tu ce soir? Je vous offre le mémo Wilson. On vous en parle depuis des mois et des mois sur la chaîne. C'est un document qui circule depuis de nombreuses années depuis quelques années dans la communauté ufologique. Il a été et il est encore controversé parce que voilà, d'un côté c'est potentiellement une bombe absolue et de l'autre on n'est pas totalement certain de sa véracité. Je suis intimement convaincu que le document est, que c'est du vrai quoi. Et donc il me semble que ça vaut la peine qu'on se penche enfin dessus et qu'on vous fasse une bonne fois pour toutes la restitution. J'ai même envie de dire la réinterprétation du document. Il s'agit des notes qui ont été prises dans le cadre d'une conversation qui a eu lieu ou qui aurait eu lieu entre un amiral, l'amiral Thomas Wilson, américain bien sûr, puisqu'on parle que de ça quasiment sur cette chaîne, et un scientifique, Eric Davis. Le nom vous dit quelque chose si vous suivez les pérégrinations nos pérégrinations depuis quelque temps. Et c'est d'autant plus important qu'on le fasse maintenant que, lors de la dernière audition au Congrès sur le sujet des ovnis, le mémo, ce document qui nous occupe aujourd'hui, a été évoqué. Les deux bonshommes du Pentagone qui ont été interrogés par le Congrès ont été questionnés à son sujet. Évidemment, ils ont dit « Ah non, on ne connaît pas ». Bon, quoi qu'il en soit, le document a été inscrit dans les minutes de la réunion et vous pouvez y accéder d'ailleurs quand vous allez sur le site du Congrès américain. Donc c'est officiellement un document qui fait partie maintenant du corpus de documents qui est accessible à tous et pas sur des sites de libre use, le site du Congrès. Alors évidemment, ça ne valide pas de façon définitive la véracité du document, mais enfin ça commence à faire quand même beaucoup de voix de poids qui évoquent le document comme étant autre chose qu'un canular. Voilà le bonhomme Thomas Wilson. Je laisse Baptiste enchaîner un petit peu parce que sinon je vais m'assécher très vite. Alors il faut savoir que moi j'ai beaucoup traîné des pieds pour traiter ce document parce que pour moi on n'avait que deux sources qui disaient que c'était peut-être possible, ce qui était pour moi assez fragile. Mais ces 3 dernières semaines, on a eu 3 autres sources confirmées qui ont déclaré que ce document était solide. Donc je me plie à l'avis général des sources et je considère désormais ce document comme étant réel. Nous avons devant... Ah oui, tu peux... Alors là, c'est l'heure de gloire de Guillaume. C'est le 12-0 de Guillaume. Oh purée. Et puis alors là, j'aime autant te dire que j'attends que tu aies 3 sources solides qui te parlent de Bob Lazar. Et alors là honnêtement, je pense qu'il faudra que tu ailles te terrer quelque part, sans doute sur une île déserte pendant un moment, le temps qu'on oublie tes colibets, les colibets dont tu as affublé ce pauvre... Je me plante peut-être, c'est peut-être un... Comment dire je te laisse tout seul là, vas-y, débrouille-toi. Non, mais bon, allez, on va enchaîner. Donc nous avons devant nous l'amiral Wilson. Voilà. Il est directeur à ce moment-là de la DIA, qui est l'équivalent de la DGA en France, c'est-à-dire en gros la partie de l'armée américaine qui s'occupe de la recherche et du développement de nouvelles armes et de nouveaux systèmes de défense. Guillaume, que cherche à faire l'amiral ? L'amiral cherche à savoir si il existe effectivement, comme on le lui a raconté, un programme secret de réingénierie d'appareils abîmés au sol, dont il ne serait pas au courant alors qu'il est censé être au courant de ce genre de choses-là. C'est son boulot en gros, d'ailleurs il le dit un petit peu dans la conversation qu'on va voir la télé, il dit « mais c'est mon boulot !» Donc voilà, il cherche un peu à frapper aux portes. Alors il faut peut-être qu'on vous fasse quand même un petit historique. Parce que sinon c'est vrai que cette conversation est indigeste, elle est difficile à comprendre. Nous sommes
le 9 avril 1997. D'après ce que plusieurs personnes racontent, évidemment, il faut prendre tout ça avec, avec un peu de recul. À ce stade-là, rien de tout cela n'est officiel, mais il y a beaucoup de voix quand même qui s'expriment là-dessus. Donc on va faire comme si, le temps, pendant 1 heure, 1 heure et demie, là, comme si tout ça était vrai. Hein, c'est plus simple qu'on dise ça. Donc nous sommes le 9 avril 1997. Thomas Wilson assiste à une réunion, un briefing donné par un trio de personnes constitué de Stephen Greer, un médecin qui s'est penché sur l'ufologie, urgentiste, si tu veux, enfin il y a les médecins, hein. Accompagné d'un ancien astronaute, Edgar Mitchell, qui est allé sur la Lune, ainsi que, si je ne me trompe pas, Will Miller, oui c'est ça, un ancien, un commandant de je ne sais plus quel corps d'armée, la marine je crois. C'est pas bien important. Et donc ils sont briefés pendant un certain temps sur le sujet des ovnis. À la suite de quoi, à la fin de la réunion, Miller, l'un des 3 bons hommes, reste avec notre amiral Tom Wilson et parle longuement pendant 2 heures du sujet, et notamment de Roswell, de crash d'ovnis, de ce genre de choses-là. À la suite de quoi, l'amiral Wilson se dit, mais alors c'est pas possible, il y aurait un programme secret de réingénierie des ovnis, je ne serais pas au courant. Alors, l'amiral Wilson décide d'aller enquêter un peu de son côté, il questionne son entourage, il tape à plusieurs portes, il trouve quelque chose, il participe à un échange avec des personnes et il n'est pas content de ce qui se passe. Quelques années plus tard, 4 ou 5 ans plus tard, donc en 2002, il décide de raconter tout ça à un bonhomme, Eric Davis, donc le scientifique, et cette conversation a lieu dans une limousine à Las Vegas, à l'arrière d'un bâtiment où se tient une réunion d'anciens agents du renseignement. Et voilà le contexte. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter, Baptiste ? C'était parfait. Bon, et bien voilà. Donc Baptiste va jouer le rôle d'Eric Davis qui, selon la rumeur, est l'auteur du mémo que nous allons vous restituer. Alors je tiens à préciser quand même que le mémo, le document que nous allons vous raconter là, est assez indigeste dans sa forme actuelle. Hein. Ce sont des notes qui ont été prises après coup, après la conversation. On arrive à peu près à bien comprendre la conversation, mais si on vous lisait le document tel quel, ce serait absolument incompréhensible pour vous, les auditeurs et les spectateurs. Donc on a légèrement réorganisé le dialogue de sorte à ce que ça ressemble vraiment à une conversation à laquelle vous puissiez assister. Et donc je vais jouer le rôle de Thomas Wilson, qui est donc dans sa limousine et qui parle à Eric Davis, qui sera lui interprété par Baptiste, qui va se charger de lire les premières lignes des notes d'Eric Davis qui expliquent comment ça se commence. Et je tiens à dire que je n'ai absolument aucun mérite sur ce contenu. C'est vraiment Guillaume qui s'est tapé tout le travail de transcription et de traduction. Je le remercie grandement et vous pouvez lui envoyer tous vos merci. Guillaume, rappelle-moi quel est le nom de ta chaîne YouTube déjà ? J'ai pas de chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube avec des chansons et des reprises qui n'a rien à voir avec l'ufologie. Du coup, je suis pas sûr que ça intéresse vraiment les gens. Non, mais les gens peuvent aller te dire merci. Si vous voulez me dire merci, vous pouvez aller ajouter 1 ou 2 vues à l'une de mes chansons, l'une de mes reprises, sur ma chaîne YouTube Papa Guillaume. Voilà, les chansons de Papa Guillaume. Ça se trouve facilement. Alors, nous allons attaquer. Rich m'a dit d'aller au bâtiment des projets spéciaux de EG&G, Agria and Paradise. La note m'indiquait « Rendez-vous à 10h du matin, ne soyez pas en retard. » 10h10. L'amiral est en retard.
Il arrive avec 2 officiers de la marine. Il est en costume. Désormais, c'est un civil. En uniforme, un lieutenant, de la tête aux pieds, un commandant, un sous-officier conduit la voiture. Salutations avec l'amiral Wilson. Nous asseyons dans la voiture derrière le bâtiment d'IGNG. Discussion jusqu'à 11h20. Les autres sont partis pour assister à une réunion dans l'immeuble à 10h10. Guillaume, je suis désolé, il y a un écho qui vient de chez toi, je pense. Oh, c'est pas possible. Je pense qu'il n'y en a plus. Et donc l'amiral Wilson commence à s'adresser à Monsieur Davis. Bonjour. Bon, dès que j'ai vu votre CV, la copie de votre carte des services unifiés des États-Unis, vos états de service à l'Air Force et les articles sur la physique que m'a transmis Rich, j'ai compris qui vous étiez. J'ai raccroché les wagons. J'ai deviné qui vous étiez. Enfin, on va pas parler de mon talent, de ma carrière ou de mon background à la DIA. Hein. Non, en effet. Je me suis rappelé un appel avec Hawk Shannon à l'automne 99. Je suis un grand fan d'Hawk Shannon. On s'est fréquenté pendant des années à la marine avant que Hawk ne parte au laboratoire de Los Alamos. Hawk m'a parlé pendant 2 heures parce qu'il voulait me convaincre de vous parler, à vous, Eric Davis, à propos de ce que j'avais dit à Will Miller, enfin de ce qu'on s'était dit à Will Miller en juin et avril 97, au sujet des ovnis, au sujet de récupération d'ovnis, de corps, etc. Des organisations liées aux ovnis comme MJ12 ou une cabale de ce genre-là. Et qu'est-ce qui s'est dit ? Eh bien, Stephen Greer, Will Miller et Edgar Mitchell nous ont briefés au Pentagone dans une salle de conférence. Parmi les personnes présentes, il y avait, entre autres, l'amiral Mike Crawford, le général Patrick Hughes, mon patron. C'était en avril 97. À la fin de la réunion, je suis resté parler en privé avec Will Miller pendant 2 heures, voilà, sur les ovnis, comme je vous le disais, MJ12, Roswell, les corps d'extraterrestres, etc. J'ai été intrigué. J'avais entendu parler des rencontres rapprochées de personnels militaires et du renseignement avec des ovnis, et de rencontres de gouvernementaux étrangers avec ces ovnis. J'avais vu des rapports, je l'ai dit à Miller d'ailleurs. Miller m'a posé des questions sur MJ12, sur une éventuelle cabale sur les ovnis et les crashs d'ovnis. Alors, j'ai rappelé Miller fin juin 97 pour lui dire qu'il avait raison. Une telle organisation existe bien. Que lui avez-vous dit ? Que je l'avais trouvé. Je lui ai dit où j'avais cherché, à qui j'avais parlé, sans nommer tout le monde. Et c'est tout. Regardez cette lettre que Miller m'a envoyée le 25 avril 2002. Qu'en pensez-vous ? Et là, nous allons vous lire le contenu de cette lettre qu'Eric Davis tend à l'amiral Wilson pour lui demander son avis dessus. Cette lettre provient donc de Willard Miller, adressée à Eric Davis. Cher Eric, navré de n'avoir répondu plus tôt à toi et à Hal. Le brouillard de guerre, les affaires et la perte de ton adresse email ont tous contribué à ce retard que je regrette. D'abord, je dois te demander si toi et ou Hal seriez intéressés par l'idée de rencontrer M. Bob Beckwith à Tallahassee, en Floride, dans la soirée du 30 mai. Bob est invité à rencontrer le chef de l'Académie des sciences de Floride, ainsi que le directeur du laboratoire de haute énergie magnétique, pour une table ronde au sujet de sa théorie de force comme modèle de l'univers, et de ses expériences en LTV, lévitation, téléportation, voyage dans le temps, entre autres sujets. Il me semble que cette date est fixe, mais cela sera confirmé lors d'une conférence téléphonique le 25 avril. Je vais maintenant répondre à quelques-unes des questions que toi et Hal m'avez posées. Je serai prêt à vous aider, toi et Hal Puthoff, dans votre recherche sur la récupération de crash d'OVNI et des entités au sein du gouvernement ou en dehors impliquées dans cette affaire, avec les réserves suivantes. D'abord, mon nom ne doit en aucune manière être associé à votre travail ou à votre enquête.
Je n'ai absolument rien à gagner à une telle association à ce stade et vraisemblablement beaucoup à perdre. Deuxièmement, je ne vous facturerai que le temps effectivement passé à rassembler des éléments, références ou listes de contacts aux fins de votre investigation. Cela ne devrait pas me prendre beaucoup de temps puisque ces informations initiales devraient pouvoir être rassemblées assez rapidement, probablement en moins de 8 heures. Mon tarif standard pour ce genre de travail est de 180 € de l'heure. Troisièmement, rien de ce que je vous fournirai ne serait classé secret défense, bien que j'ai par le passé détenu une accréditation top secret avec accès à des informations spéciales compartimentées et d'autres habilitations pour d'autres programmes. Je ne travaille pas aujourd'hui dans le monde du secret défense ni ne détiens les habilitations idoines. Comme évoqué avec vous précédemment, je ne travaillerai de nouveau au niveau secret défense que si je travaillais dans le cadre d'un contrat avec le gouvernement classé secret défense et ayant à ce moment-là le need to know, le besoin de savoir, et qu'en demandant au ministère de la Défense de réactiver mes habilitations précédentes. Ceci étant dit, et après une discussion appropriée avec toi et Hal Puthoff sur les objectifs réels sous-jacents à votre enquête, je pourrais fournir les éléments suivants. Des précisions sur l'implication d'une équipe spéciale dans le cadre d'objectifs secondaires dans la récupération d'objets écrasés, dont entre autres le jadis classé secret défense F-117. Cette équipe, ou ses descendants, l'entité parente qui la soutient, ainsi que ses 2 officiers clés, pourraient vous transmettre certaines des informations que vous recherchez. Je pourrais vous fournir aussi le nom et le dernier lieu connu d'un officier senior que je crois détenir des informations de première main sur la reproduction de véhicules extraterrestres par le gouvernement, dans la zone 51 et sur d'autres lieux associés. Également, les noms et situations géographiques actuelles d'un officier à la retraite, selon moi directement impliqué dans l'interaction du gouvernement avec un événement OVNI d'importance sur la côte est des États-Unis et qui, je pense, connaît, de par son ancien poste, son ancien rang élevé et le contrôle qu'il a eu par le passé de forces militaires importantes, l'implication du gouvernement américain dans cette affaire. Et puis, une liste de sous-traitants civils du gouvernement qui, de par leur travail classé secret, passé et actuel, leurs capacités, habilitations, personnel spécialisé et zones géographiques d'influence, sont plus que probablement impliqués dans le travail gouvernemental sur les technologies dérivées des ovnis, des crashs, des atterrissages et événements associés. Si l'un de ces éléments vous intéresse, merci de me le faire savoir. Enfin, j'ai une requête. J'essaie de localiser une entreprise à Las Vegas qui, il y a des années, a fabriqué une bombe au poivre neutralisante pour l'armée et la police. L'entreprise s'appelle One Mark Incorporated. J'ai son adresse, je vous la donne, et j'ai connu son vice-président, Joe Zuccaro. Toute aide pour le retrouver, lui et où l'entreprise serait appréciée. Cordialement, Will Miller. Fin de la lettre. Donc nous retournons à la question que Eric Davis posait à l'amiral. Regardez cette lettre que Miller m'a envoyée le 25 avril 2002. Qu'en pensez-vous? Bon, je n'ai pas tout dit non plus à Miller. Miller sait les recherches que j'ai faites auprès des archives du Pentagone, mais c'est tout. En raccrochant les wagons, Miller peut sans doute deviner l'identité de ceux, et je parle des sous-traitants, qui détiennent des technologies extraterrestres. Mais ne donnez pas d'argent à Miller. On dirait qu'il a du mal à rembourser le crédit de sa maison en Floride et qu'il a du mal à payer l'accès à la plage privée. Bon, Miller est capable de dire où il faut chercher quelles entreprises d'industrie militaire, mais c'est tout ce qu'il sait. Pour en revenir à mon coup de fil avec Hawk Shannon, Hawk m'a dit tout ce qu'il savait sur John Alexander. Et alors, il lui fait pas confiance, hein, c'est un menteur pour lui. Il m'a dit ce qu'il savait sur les réunions de groupe de l'AP-10 à BDM. On a parlé du livre de Bloom, du rôle de Hawk là-bas, qui a assisté aux réunions du groupe de John Alexander, etc. Hawk m'a briefé sur le BDM et on a parlé du programme de remote viewing, de vision à distance, pendant une dizaine de minutes. Je sais quelques petites choses sur cette vision à distance. Hawk me dit
que vous êtes un bon joueur d'équipe, que vous n'iriez pas l'ouvrir, hein, que vous n'avez pas de lien avec les médias, que vous savez respecter les limites, que vous n'êtes pas du gouvernement ni ne détenez d'habilitation de sécurité, mais que votre parcours est excellent, que vos références personnelles et professionnelles sont excellentes. J'ai dit à Hawk que ce n'était pas le bon moment pour vous parler, j'étais trop occupé. Hawk est devenu trop difficile à contacter. J'ai entendu qu'il faisait des allers-retours entre lui et l'hôpital, qu'il était très sensible au stress et qu'il avait des problèmes cardiaques. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. J'ai essayé d'appeler, mais Linda, sa femme, prend les messages, mais bon, il n'y a pas de suite. Je crois qu'elle ne veut pas que Hawk ait à gérer quoi que ce soit, de peur que... Bon. Alors, j'ai pas dit non, j'ai pas dit oui, hein, si j'allais vous parler ou pas, seulement que j'allais y réfléchir. 3 ans ont passé depuis ce coup de fil. J'ai pris ma retraite, j'ai quitté la DIA en juillet, là. J'ai été remplacé par l'amiral Jacobi. Je me suis rendu sur des sites d'essai pour boucler certains projets que j'avais commencés en 98, parce que ça aurait été trop compliqué pour mon successeur, par manque de temps et par manque de connaissances, de terminer tout ça. Donc je m'en suis chargé. Alors j'ai fait mon petit état des lieux, j'ai pu dire au revoir aux gens. Ce voyage avait été organisé par la National Nuclear Security Agency, l'agence de sûreté nucléaire nationale. Bon, Rich et Doug, vous les connaissez, hein, les membres de l'association des anciens officiers du renseignement, m'ont expliqué que l'antenne de l'association de Las Vegas avait besoin de conférenciers exceptionnels pour un événement visant à lever des fonds. Alors ils ont parlé de vous. Ils ont téléphoné depuis Washington, ils m'ont envoyé des copies de vos travaux sur les trous de verre, je sais que c'est votre dada. Ils m'ont aussi envoyé des preuves de votre travail avec Pacific Air Forces, votre pièce d'identité, des diapos estampillés Lockheed, des rapports que vous avez rédigés pour la NASA. Et c'était quand? Oh, en septembre, après la fête du travail. Rich et Doug m'ont demandé de vous parler de ma carrière à la DIA, de mon historique, de ma mission, de ma carrière dans ce domaine, etc. J'en ai su davantage quand j'ai vu vos papiers et les statistiques qu'ils ont fournis. Je me suis souvenu de l'appel téléphonique de Hawk aussi, et de ce qu'il m'a envoyé et sur vous et de ce qu'il m'a dit de vous. Qu'en avez-vous fait? Oh bah, j'ai demandé au bureau de vérifier vos antécédents. Hein. Doug et Rich ont proposé de le faire, mais je voulais avoir mes propres données pour être sûr. L'association des anciens agents du renseignement s'est portée garante. Les gens de Washington, maintenant à Las Vegas, se sont aussi portés garants. Alors j'ai longuement réfléchi, et voilà, j'ai repensé à l'appel de Hawk en 99. Il vous a vraiment soutenu, hein, avec de bons arguments. Des bons arguments? Quels étaient ces arguments? Il m'a dit que vous n'iriez pas parler à la presse, ni à des groupes d'ufologistes ou autres, que vous n'aviez pas de relation avec les médias, que vous ne parliez pas à Miller, ni à Stephen Greer, ni à des personnes apparentées, que vous n'aviez pas d'intérêt direct pour la publicité, l'argent, la réputation, la notoriété, tout ça. J'écris ici une parenthèse à l'intérieur de mes notes. Nous avons passé du temps à discuter de mes antécédents. J'ai répondu à ces questions sur mon travail, mes intérêts pour l'armée, la NASA et d'autres domaines connexes. J'ai fait l'historique des missions effectuées pour l'armée. Éducation, choix de carrière, etc. Mais aucune mention de NEEDS. Hawk a mentionné JA, moi, NEEDS en 99, mais c'est tout. Je suis furieux, très en colère contre Miller. Il a violé ma confiance personnelle et professionnelle, qui devrait exister parmi les collègues du renseignement, les officiers de la marine. Il y a une camaraderie entre officiers de la marine, une fraternité. Il a violé cet engagement moral et cette exigence de confidentialité. Qu'a-t-il fait pour enfreindre ces règles? Miller est allé raconter la conversation que j'avais eue avec lui à Stephen Greer. Qui sait à qui d'autre lui et Greer ont parlé? Je rajoute une note. Miller l'a dit à Edward Mitchell, qui me l'a dit qu'en 1999. Il a ensuite parlé à Leslie Keane. Et les articles du Boston Globe ont été publiés. Voilà. Alors je ne sais pas ce qu'il a dit à Keane, mais les articles font référence à moi.
Alors tout le monde s'est mis à m'appeler, tiens. Quelle était la nature de ces appels? Sarcasme, moquerie, plaisanterie à 3 sous, commentaires stupides, commentaires de surprise et de dérision, que je m'étais mis à parler avec les fous des ovnis, etc. Ah non mais... Et qui est allé vous dire tout ça? Des collègues de travail, au Pentagone, du personnel subalterne, des dirigeants du service civil, des gens de la communauté des renseignements avec lesquels je travaille. Ils m'appelaient à propos des articles. Ah, j'ai pas aimé ça, hein. Je prends un risque là, hein, à vous faire confiance. Mais bon, j'ai confiance en la parole d'Hawk. Elle me suffit. Bon, il aurait fallu que nous rencontrions Hawk ensemble en face à face, mais avec les problèmes de santé actuels, c'est pas possible. C'est dommage. Donc voilà, je prends le risque de faire ça avec vous. Rich et Doc se portent garant de vous, ils disent que vous êtes quelqu'un de parole. Vos liens avec l'association des anciens agents de renseignement est importante pour la confiance. Vous savez jouer collectif, hein. La vérification de vos antécédents est claire, aucun élément inquiétant n'a été trouvé, votre historique en Corée est positif, l'Air Force vous fait confiance. Bon, j'ai plus beaucoup de temps, allez, on y va. Attention, si vous abusez de ma confiance, je nierai vous avoir rencontré, je nierai tout ce qui aura été dit. Je ne rencontrerai plus quiconque ne serait pas habilité pour parler de ce sujet, c'est trop risqué. On enfreint les règles de sécurité rien qu'en évoquant le sujet, là. Ce sont des informations très confidentielles. Le sujet est confidentiel à un niveau absurde. J'ai jamais vu ça dans les programmes secrets. Bon, alors, que s'est-il passé entre avril et juin 1997? Alors après avoir quitté Miller, je dirais une semaine après, j'ai commencé à passer des appels. J'ai frappé à quelques portes, j'ai parlé à des gens sur une durée d'à peu près 1 mois et demi, par intermittence. Le général Ward m'a suggéré de passer en revue les fichiers des groupes d'enregistrement, un genre de système d'indexation à l'USDAT, le service d'acquisition et de technologie du bureau du sous-secrétaire à la Défense. J'en ai aussi parlé discrètement au secrétaire à la Défense précédent, Bill Perry, en mai 1997. Il a suggéré la même chose. Il m'a parlé d'un groupe d'enregistrement de projets spéciaux n'appartenant pas au programme à accès restreint habituel. Il s'agissait d'un sous-ensemble spécial de programmes non reconnus, des programmes exfiltrés, sous-traités, n'appartenant pas aux divisions habituelles telles qu'organisées en 1994 par Perry lui-même. Des programmes spéciaux séparés des autres programmes, mais se servant des programmes à accès restreint classiques comme d'une couverture. Qui était le sous-secrétaire du service de l'acquisition de la technologie et de la logistique? C'était Paul Kaminski. J'en ai parlé à Paul aussi, ainsi qu'à Mike Kostelnik, un général de brigade, dans le bureau de Paul. Michael Kostelnik? Oui, Michael Kostelnik, c'était le directeur des programmes spéciaux de l'USDAT, tel qu'il a été réorganisé par Perry en 1994. Mike est également directeur du SAPCO, le Special Access Programs Coordination Office, le bureau de coordination des programmes à accès restreint. Il est membre et secrétaire exécutif du comité de supervision de ces programmes à accès restreint, en tant que directeur du SAPCO, le bureau précédemment évoqué. Mike est membre du Senior Review Group, le comité de supervision principal. De mon côté, j'étais directeur adjoint de la DIA et chef d'état-major interarmée J2 à l'époque. Mon patron était le directeur de la DIA, le général Patrick Hughes. J'ai donc trouvé le groupe d'enregistrement inhabituel. J'ai lu les résumés des documents. Avez-vous trouvé des informations sur le budget de ces programmes? Pas d'informations budgétaires, ces infos-là, elles sont conservées dans des dossiers séparés à des fins d'audit. Un registre du budget de la sécurité du programme est recopié dans un dossier pour le programme. J'en ai parlé à Mike, qui m'a expliqué que ce budget-là, le budget de la sécurité, était équivalent au double, voire au triple du budget du programme lui-même. Mais que ça pouvait parfois
aller même jusqu'à 6, 7 fois le budget de base. Mike, d'ailleurs, trouvait que c'était absurde, tellement c'était élevé. Et d'ailleurs, Bill Perry, secrétaire à la Défense à l'époque, avait voulu une enquête à ce sujet, qu'on lui a dit de laisser tomber. Qui lui a dit cela? Il n'a pas voulu répondre à ma question sur ce point. Il m'a dit que je pourrais en savoir plus auprès de Judy Daly, une adjointe du sous-secrétaire de Lousdat. Elle m'a dit par téléphone, parce que j'ai contacté, que les documents relatifs à la sécurité et au budget d'autres programmes étaient en train d'être réorganisés et déplacés vers leurs propres archives. Les budgets de sécurité étaient parfois des chiffres cumulatifs et non des chiffres annuels. Donc il est facile de voir comment un malentendu peut se produire quand on les compare aux chiffres annuels des budgets de programme. Un montant 6 à 7 fois supérieur pourrait en fait être un total cumulé sur 2 ans, 5 ans. Il y a eu des erreurs dans la façon dont les budgets de sécurité ont été rapportés. Bill Perry a ordonné que toutes ces questions soient réorganisées et redressées pour améliorer la transparence des audits. Changement de sujet. Alors, dans quel compartiment de SAP avez-vous trouvé le programme? Secret absolu, je peux rien dire. Un nom de code, peut-être? Encore une fois, non, je ne peux pas. Secret absolu. Très bien. Qui était le sous-traitant du projet ou l'agence du gouvernement qui dirige le programme? Une entreprise d'aérospatiale, l'une des plus importantes du pays. Qui? Secret absolu, je ne peux rien dire. Un sous-traitant de la défense? Ouais, le meilleur d'entre eux. Est-ce qu'il travaille aussi avec le renseignement? Dans leur carnet de commande. Vous pouvez me donner un indice? Je regrette, je ne peux pas. Que s'est-il passé quand vous avez trouvé le sous-traitant? J'ai passé plusieurs appels fin mai 97. D'abord à Paul, Mike et Bill Perry pour confirmer que j'avais le bon contractant et le bon directeur de programme à qui parler. Ils ont confirmé? Ouais. Et ensuite? Eh ben, fin mai 97, j'ai eu 3 conversations téléphoniques avec le responsable du programme, dont une conférence téléphonique avec le directeur de la sécurité et l'avocat de l'entreprise. Ils semblaient ne pas comprendre pourquoi je les recherchais, ni ce que je leur voulais ou ce que je voulais savoir. Ils parlaient tous sur un ton très irrité, d'ailleurs. Que voulez-vous dire? Ah bah mon appel les avait déstabilisés, surpris. Ils étaient surpris de ce que vous leur avez demandé? Ah oui. Quel mot avez-vous utilisé? Ah bah j'ai dit que j'avais lu les registres de leur programme dans le groupe d'archives des programmes spéciaux de Lousdat et que je voulais savoir ce qu'il en était de leur programme d'OVNI écrasé, voilà, quel était leur rôle dans ce programme, ce qu'ils possédaient, etc. J'ai également demandé s'ils avaient entendu parler du MJ12 ou d'une procédure de toute autre organisation dans le genre concernant les vaisseaux OVNI écrasés ou récupérés. Est-ce qu'ils ont eu une réaction particulière? Ah oui, ils m'ont demandé à qui j'avais parlé avant de les appeler. Alors je leur ai dit, et ils n'étaient pas contents de ma réponse. Vous voulez dire que vous leur avez dit que vous veniez de parler à Bill Perry, Paul et les autres? Oh non, je leur ai pas dit que j'avais parlé à ces gars-là. À qui d'autre avez-vous parlé? Ah ben les autres responsables des autres programmes que j'avais appelés. Ah, vous ne m'aviez pas parlé de ça. Ah, je pensais en avoir parlé. Et qui étaient donc ces responsables de programme? Des responsables de 3 programmes qui m'ont dit qu'ils ne correspondaient pas à ce que je cherchais, et aussi des gens de 4 programmes qui m'ont renvoyé vers le trio actuel, le responsable, le directeur de la sécurité et l'avocat, pendant la conf call, là. Pourquoi vous ont-ils renvoyé vers ce dernier programme? Parce qu'ils en faisaient partie, en fait, dans différents compartiments, dans d'autres compartiments, placés dans différentes couches de la pyramide des compartiments, séparés pour faire différentes choses ou des parties de celles-ci. Ils sont tous dans le même registre, mais leur lien avec les autres n'est pas évident, ce qui est assez courant d'ailleurs, mais pas dans les registres eux-mêmes. Je vois. Et ensuite?
Eh ben, j'ai dit au trio que je voulais un briefing formel, une visite, etc. Que je brandissais mon autorité réglementaire en tant que directeur adjoint de la DIA et chef d'état-major interarmé J2. Je leur ai dit que le fait de ne pas avoir été informé était un oubli qu'ils devaient corriger. Voilà, je l'ai exigé. Alors ils avaient besoin d'en parler entre eux, alors ils ont raccroché. Ils m'ont rappelé 2 jours plus tard, me disant qu'ils ne voulaient pas en parler au téléphone et qu'ils voulaient organiser une réunion en face à face dans leurs locaux. Vous y êtes allé? Oui, 10 jours plus tard, mi-juin, j'y suis allé en avion. Je les ai rencontrés dans leur salle de conférence, dans une chambre forte sécurisée. 3 d'entre eux sont venus. Les 3 personnes avec lesquelles vous aviez eu une téléconférence? Oui, les 3 mêmes. Le directeur de la sécurité, un ancien de la NSA d'ailleurs, expert en contre-espionnage, le directeur de programme et l'avocat. Ils se sont présentés comme le comité de surveillance et aussi comme les gardiens du temple. Pourquoi cette appellation? J'ai demandé. Ils ont dit qu'ils avaient mis en place, qu'ils avaient été mis en place par nécessité pour se protéger après être passés à 2 doigts d'une catastrophe par le passé. Parce qu'ils ont failli être découverts. Il y avait eu un accord conclu avec 2 officiers du Pentagone qui supervisaient les programmes d'accès restreint à l'époque. Ils sont restés vagues sur les dates. Qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi finir. Ils ont dit qu'il y a des années, une enquête d'audit avait conduit jusqu'à eux. Et ce n'était pas censé se produire. Ils ont failli être démasqués. S'en est suivi une bataille entre l'enquêteur et son chef au Pentagone, comme une lutte acharnée pour la transparence des programmes, m'ont-ils dit. L'argent était au cœur du problème, et leur dissimulation est devenue l'autre problème. On les a menacés de révéler leur existence au grand jour. Alors ils ont fait marche arrière et ont laissé l'enquêteur terminer son travail. Ils travaillent très dur pour garder leur programme secret. Que s'est-il passé? L'enquêteur a été, officiellement informé. Il a fait une visite guidée et on lui a montré leur programme. Lui ont-ils montré un vaisseau ou du matériel qu'ils ont dit être extraterrestre ou provenir d'un ovni? Ils ne m'en ont pas dit plus à ce sujet. Ils m'ont dit qu'après cet épisode, un accord formel a été conclu avec les gens du Pentagone, le SAPOC, pour empêcher que cela ne se reproduise. Pour éviter que ça se reproduise à l'avenir. Ils ne voulaient pas que ça se répète. Alors des critères spéciaux, rigoureux, ont été établis au sein de cet accord formel pour pouvoir accéder au programme. Des critères déterminés par le sous-traitant, en l'occurrence par le directeur du programme, le directeur de sécurité et l'avocat, qui se charge également de faire respecter ces critères. Aucun membre du personnel du gouvernement américain ne peut avoir accès au site s'il ne satisfait pas aux critères, et ce, quel que soit leur niveau hiérarchique. En gros, c'est eux qui décident, quoi. Quels sont ces critères? J'ai demandé. Ils n'ont pas voulu me répondre. J'étais furieux, évidemment, parce que j'ai compris à ce moment-là qu'ils opéraient sans surveillance officielle, ni justification. Une situation dangereuse sur un plan politique. Alors le triumvirate, là, m'a demandé à qui j'avais parlé au Pentagone ou ailleurs, par téléphone, par fax ou par email. Ils voulaient un compte-rendu des conversations parce qu'ils craignaient une nouvelle exposition. En fait, c'était ça le but de la réunion. De quoi? Qu'ils n'allaient pas me donner l'accès, hein. Pourquoi? Ils ont dit que mes accréditations étaient toutes confirmées et valides, mais que je n'étais pas sur la liste des personnes autorisées. Mes accréditations n'étaient pas suffisantes. Je ne répondais pas aux critères spéciaux et de ce fait, je n'avais pas accès aux privilèges nécessaires. Alors j'y suis allé de mes arguments, principalement avec le directeur de la sécurité et avec l'avocat. J'ai bataillé, j'ai été battu, mais ils n'étaient pas d'accord sur le fait qu'ils relevaient de ma supervision en tant que directeur adjoint de la DIA, au prétexte que je n'avais pas accès aux privilèges nécessaires. Je n'avais pas le need to know, je n'avais pas le besoin de savoir. Ils considéraient que
l'autorité réglementaire et statutaire du directeur adjoint de la DIA n'était pas pertinente compte tenu de la nature de leur programme. Alors c'est là qu'ils ont sorti leur fameuse liste des personnes autorisées pour me convaincre, une liste de plusieurs pages, datée de 1990 avec une mise à jour en 93. Qui était sur cette liste? Avez-vous reconnu les noms? Secret absolu. Je peux vous dire que la plupart étaient des employés du programme. Il y avait leur nom, leur intitulé de poste, des civils. J'ai pas reconnu de personnel militaire. Il y en avait peut-être. Des représentants politiques? Non. Personne de la Maison Blanche. Même pas le président. Pas de membres du Congrès, pas d'assistants parlementaires. Des membres des administrations Clinton ou Bush père? Non. Mais j'ai reconnu une poignée de noms du Pentagone. Quelques-uns de loose date. Un d'un autre département. Un autre au NSC, qui est un employé SES du Pentagone. Le directeur du programme a dit qu'il n'était ni un programme d'armement, ni un programme de renseignement, ni un programme d'opération spéciale ou de logistique, qu'il ne correspondait pas à ces catégories. J'ai demandé, vous êtes quoi alors? Le directeur de programme a grogné d'agacement. Et fort, hein? Le directeur de la sécurité et l'avocat lui ont dit que c'était bon, qu'ils pouvaient le dire. Dire quoi? Que c'était un programme de réingénierie. Voilà. Que quelque chose avait été récupéré il y a des années, du matériel technologique a été récupéré. Moi, je pensais qu'il s'agissait de matériel soviétique ou chinois, un truc comme ça, récupéré et soumis à une opération de rétro-ingénierie, comme un missile, une plateforme de renseignement ou un avion. Je suis venu à la Réunion en m'attendant à trouver un ensemble d'objets issus de pays étrangers et une opération de rétro-ingénierie. J'ai pensé que les ovnis servaient de couverture à cette opération. C'est ce que je leur ai dit. Et ils ont dit que c'était pas ça non plus. Voilà. Sur ce, je vais faire une toute petite pause, je vous prie de m'excuser, et je reviens dans 2 minutes, et Baptiste va meubler. Tout à fait, tout à fait. Alors, on sous-estime souvent l'importance de ce document, parce que, en fait, ce document est assez immense par l'ensemble des éléments qu'il couvre, et on va revenir dessus une fois qu'on aura fait l'ensemble du texte, une fois on reprendra les points de détail importants. Il est aussi très dense et il y a pas mal de terminologie à l'intérieur parce que c'est 2 personnes qui sont experts dans leur domaine qui communiquent. Donc si ça semble un peu abscon par moment, c'est assez logique. On pense que c'est l'enregistrement d'une discussion qu'il y a eu entre les 2 personnes. Donc, concernant le contexte dans lequel ça se passe, il faut bien voir que à ce moment-là, on est des années après les programmes MKUltra. Des programmes secrets du renseignement et de l'armée ont déjà été démasqués. Il y a eu des comités qui les ont mis en évidence. Et il y a eu une répression qui a été faite sur les services de renseignement et les corps de l'armée qui cachaient des choses au Congrès. Et là, on voit en fait qu'il se reproduit la même chose, c'est-à-dire qu'on a mis l'exécutif, donc le président et le personnel de la Maison-Blanche en dehors de l'accès à ces informations, c'est ce qui est décrit dans le texte, de façon à ce qu'il y ait une possibilité de déni. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas au courant, quand on leur pose la question de savoir si ça existe ou pas, ils peuvent répondre sans mentir et donc protéger leur réputation. Et c'est derrière cet argument que va se reconstruire ce qu'on appelle les SAP, les Secret Access Programs, qui sont une sorte de parade à la classification top secrète. Faut bien comprendre que là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez 1 200 000 personnes qui ont une accréditation top secrète. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas donner l'ensemble des informations à 1 200 000 personnes. À côté de ça, vous avez des structures où on classifie des programmes spécifiques avec une liste de personnes qui peuvent y accéder. Et même si vous avez l'accréditation top secrète, si vous n'êtes pas sur la liste, vous n'avez pas ce qu'on appelle le need to know, le besoin de savoir, et donc vous n'avez pas accès à ces informations. Plus, si jamais vous avez votre supérieur hiérarchique qui ne fait pas partie de la liste où vous êtes, et votre supérieur hiérarchique
vous demande si vous connaissez ce programme, vous avez l'obligation absolue de mentir à votre supérieur hiérarchique pour protéger ce programme à accès restreint. Absolument. Voilà, fin de la pause. Merci Baptiste. Donc nous en étions au fait que Thomas Wilson était en train d'expliquer qu'il était bien énervé. Voilà, donc alors le directeur de la sécurité et l'avocat ont dit qu'ils pouvaient le dire. Tu vas reprendre à partir de là peut-être. Donc on est au début de la page 13. Est-ce que ça venait de l'étranger ou pas? Ils ont dit que non, que c'était pas possible. J'ai demandé pourquoi, d'où vient-il? Le directeur du programme a répondu qu'il ne savait pas d'où il venait. Ils avaient quelques idées à ce sujet. C'était une technologie qui n'était pas de cette terre, pas fabriquée par l'homme, pas de la main de l'homme. Ils m'ont dit qu'ils essayaient de comprendre et d'exploiter la technologie, que leur programme existait depuis de nombreuses années, avec des progrès lents, très très lents, avec peu, voire pas de succès, de par un manque cruel de collaboration avec l'extérieur, qu'il s'agisse d'experts ou d'équipements, parce qu'ils doivent rester isolés et utiliser leurs propres installations et leur personnel qualifié. Pas facile de travailler dans des conditions pareilles, avec environ 400 à 800 travailleurs, tous sur la fameuse liste des personnels autorisés, dont le nombre varie en fonction du financement ou des changements de personnel. J'ai relayé les questions de Willard Miller sur Roswell, les engins, les corps, les autopsies, mais aussi sur l'atterrissage à la base de l'Air Force de Holloman, des questions sur MJ-12, et les documents qui avaient fuité, les affaires Zamora et Bentwaters, etc. Pas un mot. Ils ont refusé d'en parler. J'ai menacé d'aller au SAPOC pour me plaindre et obtenir l'accès à leur programme. Ce à quoi ils ont répliqué: faites comme bon vous semble. J'étais en colère. J'étais en colère parce qu'ils ont renié mon autorité et ma légitimité à être mis dans la confidence, malgré mes arguments logiques. Ils auraient voulu savoir. Et puis ils avaient un ton très irrité tout au long de la conversation. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La réunion a pris fin et je suis retourné à Washington. Qu'en est-il de Corso? Stephen Greer a parlé de Corso le 9 avril. Miller m'a montré le livre pendant la conversation privée de 2 heures que nous avons eue. Bon, j'ai pas eu le temps de le lire jusqu'au bout. J'ai pas acheté un exemplaire. J'ai pas parlé de Corso à la réunion, mais bon, en comparant l'histoire de Corso à ce que j'ai appris à la réunion, bon, c'est plus que suffisant pour croire que Corso disait vrai, en clamant avoir vu des matériaux extraterrestres et tout ça. Vous êtes-vous plaint au SAPOC? Ah oui. J'ai appelé les membres du sous-groupe, le comité de supervision principal, à une réunion au Pentagone. Je leur ai dit ce qui s'était passé à cette réunion-là. Ils ont répondu qu'ils soutiendraient l'entrepreneur, le sous-traitant, sur leur refus d'accès. J'ai débattu avec eux aussi, j'ai résisté pendant un certain temps. Au bout de 20 minutes, la réunion a pris fin et ils m'ont donné rendez-vous 2 ou 3 jours plus tard. Ils m'ont rappelé, 2 jours plus tard, effectivement, vers la fin juin, et j'ai rencontré à nouveau les membres du comité de supervision principal. À quelle date? Avant la dernière semaine de juin 97. Ils m'ont dit qu'ils maintenaient leur position, qu'ils soutenaient la décision du sous-traitant, que je devais immédiatement laisser tomber cette affaire et l'oublier, car je n'avais pas d'autorité sur leur projet, qu'ils ne relevaient pas de ma supervision, etc. Je me suis mis très en colère. J'ai commencé à crier, alors que j'aurais dû me taire. Miller et Greer ont dit que vous avez failli vous faire sanctionner. Presque. Le président du comité a dit que si je ne suivais pas leurs suggestions, je ne serais pas promu directeur de la DIA, je prendrais une retraite anticipée et je perdrais 1 ou 2 étoiles en cours de route. Pourquoi en faire tout un plat, compte tenu de la position de confiance que j'occupe au Pentagone? J'ai une autorité réglementaire et statutaire pertinente sur leur programme. C'est mon job. Est-ce que
Est-ce que le financement vient de vous ou passe par vous ou du directeur de la DIA? Secret absolu, je ne peux pas répondre à ça. Revenons sur cette liste de personnes autorisées. Pouvez-vous décrire le type de personnes? Du personnel d'entreprise, scientifiques et techniciens, ingénieurs, des managers, etc. Avez-vous repéré des organisations militaires sur cette liste? Aucune, seulement des gens de loose date, 2 de la SAPOC et un autre bureau du Pentagone. En décembre 97, Paul n'était plus USDAT, il a quitté le gouvernement. Tout comme Mike, lui aussi remplacé. Par qui? Jacques Gansler était le nouvel USDAT. Il a commencé en décembre 97. Mike a été remplacé par le général de brigade Ward, de l'Air Force, je crois. Est-ce que Paul et Mike et Jack Gansler et le général Ward étaient ceux que vous avez reconnus sur la liste? Je ne peux pas répondre à cette question. J'ai parlé à Gansler en janvier 98 de mes réunions de juin 97. Quelqu'un l'avait briefé. Ça m'a surpris. Qu'a-t-il dit? Les ovnis sont réels. Les soi-disant enlèvements par des extraterrestres ne sont pas réels. C'est Gansler qui a dit ça. Quoi d'autre? Il m'a dit de laisser tomber l'affaire, de ne plus en parler. Accepteriez-vous de parler à Al Puthoff et Kit Green? Je rajoute une note à ma question. Nous avons discuté de leur identité, de l'histoire du programme de vision à distance et de l'histoire de ce programme. Ces noms ne me disent rien, mais j'ai entendu parler du programme de vision à distance en 1990. Peut-être Al Puthoff, je ne sais pas. Oui, peut-être. Je préfère ne plus jamais en parler à qui que ce soit. Je ne veux pas m'exposer. D'ailleurs, mieux vaut nous arrêter là. Bon, qu'est-ce que vous allez faire de ces informations? Je vais les garder pour des recherches privées, personnelles, collecte de données, pour retracer l'histoire et distinguer le vrai du faux dans ce qui sort dans les médias, les sources gouvernementales. Je ne dirai rien. Dites-moi, que savez-vous de Mary-Elizabeth Elliott, Dingo Swan, et de cette voyante à distance qui est allée à la base de Wright-Patterson en 1974? J'essaye d'établir un lien. L'histoire de Mary Elliott n'est à première vue pas un canular, d'après son background et son comportement avec l'avocat Jeffrey Griffith. Elle ne sera probablement totalement honnête et ne dira les choses que sur son lit de mort dans 30 ans ou quelque chose comme ça. Je ne sais rien d'Ingo Swan, ni d'Axelrod, ni de la femme qui faisait la vision à distance à Wright-Patterson, à la base de l'Air Force. Mes sources n'ont rien sur leurs histoires. Mais si vous avez des éléments sur Corso, je veux bien. Je le ferai. J'aimerais aussi une compilation de vos travaux, notamment ce que vous avez produit pour la NASA et pour le laboratoire de recherche de l'Air Force, et d'autres documents si vous le souhaitez. Voici l'adresse de mon bureau à Washington. Notez que je prendrai ma retraite dans le Midwest et fermerai mon bureau en 2003. Voilà, fin de cette discussion entre l'admiral Wilson et Eric Davis. Baptiste, ton commentaire. Le 12-0 fait mal quand même. Le 12-0 fait mal. Bon. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui... comment dire? Ce qui te paraissait le moins crédible dans ce truc-là, quoi, avant de retourner ta veste? Je pense pas qu'on puisse prendre la question dans ce sens-là, parce qu'on est au même niveau de crédibilité partout. Mais, du coup, qui est relativement bon. Et donc, je prendrais plutôt ça dans l'autre sens, étant donné qu'on considère ce document comme étant valable, que si on le considère valable, les deux sources à l'intérieur sont valables, c'est-à-dire que ce document relate de façon exacte les échanges qui se sont passés puisque cet événement a eu lieu. On a quand même une phrase qui est super intéressante. C'est le directeur du programme a dit qu'il détenait un appareil intact qui pouvait, pensait-il, voler. Et là, il faut avouer qu'il n'y a quand même pas beaucoup de documents validés qui contiennent une phrase comme ça, d'autant plus que c'est probablement là-dessus que s'est reposé Eric Davis dans les articles de 2017 auprès du New York Times pour dire que
le gouvernement américain avait un programme de rétro-ingénierie des ovnis récupérés. Absolument. Alors, sur la véracité du document et sur le fait que cette discussion ait eu lieu ou pas, parce que beaucoup prétendent que c'est un canular, donc l'auteur du document serait Eric Davis, et évidemment on a posé la question à Eric Davis. Eric Davis aurait pu nier, hein, mais il l'a jamais fait, il n'a jamais nié. Il a dit la chose suivante, et c'est à peu près du verbatim que je vous propose là. Ce document a fuité des archives de Edgar Mitchell, l'astronaute qui était l'une des 3 personnes qui ont briefé l'amiral Wilson au Pentagone. Ce que vous voyez là, l'homme que vous voyez là est Eric Davis, donc l'auteur présumé du mémo. Et donc, à aucun moment, il nie être l'auteur. Des personnes qui connaissent bien Eric Davis disent clairement, bah oui, c'est lui qui l'a écrit. John Alexander, par exemple, il y a quelques semaines, lors d'une conférence, on le questionnait sur le mémo Wilson, et il dit, bah demandez à Eric, c'est lui qui l'a écrit. Bon, d'accord. Je ne vois pas pourquoi John Alexander irait jeter Eric Davis comme ça en pâture aux ufologues si c'était pas vrai. Donc en fait, il y a une personne qui n'a pas le droit de dire que c'est lui qui l'a écrit, c'est Eric Davis, et donc c'est tout son entourage qui s'en charge à sa place, pour faire simple. Tu as cette même impression? Ouais, j'ai la même. Voilà. Quand on pose la question à Lou Elizondo, et alors le mémo Wilson, vous en pensez quoi? Oh. Et là, je surjoue à peine, hein. C'est sa réaction. Ah, moi, il est devenu tout rouge avec un grand sourire, mais il y avait une jubilation, c'était jubilatoire. Ah, écoutez, moi, je peux rien dire, hein. J'irai pas toucher ça avec une perche de 3 mètres, mais bon. C'est dans les archives du Congrès maintenant, officiellement. Voilà. Et Lou Elizondo, on le connaît. Quand il peut pas dire un truc et qu'il a envie de le dire, on sait quelle tête il fait. C'est celle qu'il a fait quand on lui a posé cette question-là. Voilà. Il y a eu tellement d'occasions de plein de personnes de nier ce truc-là. Personne n'a nié, sauf une personne, le bonhomme à qui ça coûterait le plus cher que cette info sorte, c'est l'amiral Wilson, parce que vous avez bien vu, il a pris beaucoup de risques, il s'est fait taper sur les doigts, il a failli se faire sanctionner par son attitude inquisitrice, et en plus il est allé raconter tout ça à l'arrière d'une limousine à quelqu'un d'autre, ce qu'il n'avait pas du tout le droit de faire. Il en avait bien conscience d'ailleurs, vous l'avez vu dans un moment dans une réplique, il dit voilà, bon, c'est trop dangereux, faut qu'on arrête de parler et tout ça. Donc il n'a aucun intérêt à ce que ça sorte. Et du coup, il nie que tout cela s'est produit. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Enfin, il serait débile à dire oui, c'est bien ça. Alors le seul contexte, le seul cadre dans lequel il pourrait éventuellement oser l'ouvrir, ce serait si, par exemple, le Congrès lui demandait de témoigner. Auquel cas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il dirait. Est-ce que tu penses que là encore, il serait tenu de mentir? Ou est-ce que parce qu'il ferait face au Congrès dans le cadre de nouvelles dispositions votées il y a quelques semaines, là, précisant spécifiquement vous ne pouvez pas vous en prendre sur la tronche si vous donnez des informations, est-ce que tu penses qu'il parlerait? C'est une bonne question, parce que je ne sais pas si le... En fait, de toute façon, on n'entendrait jamais parler, parce qu'il lui donnerait l'autorisation de le faire qu'en version classée auprès du groupe. Puisqu'il y a toujours 2 briefings, un briefing public, un briefing secret. Donc s'il venait à témoigner, ce serait au secret. Une chose est sûre, cette affaire-là est sur le tapis. Puisque ça a été évoqué face caméra, ça a été enregistré dans les minutes du Congrès. Si le Congrès veut être sérieux sur le sujet, ils sont obligés de creuser cette question-là. Et ils ont à leur disposition des gens qui sont directement concernés par cet échange. Eric Davis lui-même est allé briefer le Congrès
il y a pas si longtemps. Ils ont accès à Eric Davis. Ils peuvent parler au bonhomme qui est censé avoir écrit les notes et qui est censé avoir participé à cette conversation. Donc, évidemment qu'ils vont creuser le truc. Alors, c'est vrai qu'on n'aura peut-être pas, nous, le fin mot de l'histoire, parce que ça poserait sûrement beaucoup de problèmes à la crédibilité même de l'appareil du Pentagone, quoi. Et je suppose que le Congrès veut pas non plus que le Pentagone se retrouve être le méchant de l'histoire. C'est pour ça que même si moi-même je ne souhaite qu'à moitié que tout sorte, parce que même si on n'est pas aux États-Unis, bah on est quand même sous l'aile du Pentagone, parce qu'on est des alliés des Américains, et si le Pentagone devient un méchant international et que plus personne n'a confiance, c'est la merde pour tout le monde, hein, dans le monde occidental. Enfin, de mon point de vue en tout cas. Alors là-dessus, il y a un passage qui est très intéressant. C'est quand Eric lui demande qui est-ce qu'il a reconnu sur la liste qui avait accès à ce programme. Et il répond des personnes dans des entreprises privées, des scientifiques, des techniciens, des ingénieurs, des managers. C'est pas toute la société. Hein. Eric lui demande ensuite, avez-vous repéré des organisations militaires sur cette liste ? Et il répond aucune. Ça, c'est super intéressant. Seulement des gens de loose date et 2 de SAPOC. On rappelle que le SAPOC, c'est le système qui supervise tous les programmes secrets qui ont des listes restreintes d'accès. Donc, eux sont au courant de tous les programmes secrets qui existent. Chose intéressante, Lou Elizondo en faisait partie. Du SAPOC ? Ouais. Il était liaison entre le bureau du sous-secrétaire à la Défense et le SAPOC. À cette époque-là ? Non, bien après. Ah, ouais. Ouais, parce que mais ça je trouve ça intéressant de retrouver la mention à cet endroit-là. Est-ce qu'on avait vu? Il y avait la définition. Ah, zut. Alors, donc, la chose qui, moi, me choque beaucoup, parmi les personnes... je finis. Et loose date étant le service d'acquisition et de technologie du bureau du sous-secrétaire à la Défense. C'est-à-dire le même qui bloque toute tentative de mise en place d'un groupe d'études des ovnis au sein du Pentagone. Et qui a mis Vous les bâtons commencez dans à les roues sentir le lien à l'intérieur, là? Ça y est, ça commence à juter. Voilà, et donc moi ce qui me choque parmi donc le contenu de la liste des gens autorisés, c'est qu'il n'y a pas un seul homme politique. Il n'y a aucun représentant du peuple, il n'y a même pas le président. Voilà, vous avez dû entendre des gens de la communauté ufologique dire ça et là, oui, mais le président n'est pas au courant, et tout le monde rigole parce que le concept est absurde. Ben, ok, peut-être, mais enfin... Si on en croit ce document, et je commence à le croire, ben non, apparemment, le président, il n'y a pas droit non plus. Du reste, vous avez Carter qui a demandé, par exemple, une enquête à la NASA, quand il est devenu président, sur les ovnis. La NASA l'a envoyé pêtre. Par exemple, il a demandé à Bush, le directeur de la CIA, de se faire briefer sur les ovnis. Bush lui a dit « Oh non, je te briefe pas. » Voilà. Alors, c'est pas exactement ça. Tiens donc. Ça. Bush lui a dit... Est-ce que vous pensez me reconduire dans mes fonctions? Lui, il lui répond « Non, je ne pense pas ». Et à ce moment-là, Bush lui répond « Je ne peux pas vous aider, il faut que vous alliez demander à la librairie du Congrès ». Ça, c'est les paroles exactes. Quel enfoiré. T'as vu ça? C'est quand même incroyable. Ça vous donne le purin de jus d'influence qu'il y a dans les relations politiciennes aux États-Unis. Voilà. Alors, oui, donc, alors bon, sur la véracité du document, vous avez vu le contenu du machin, quand même. C'est pas hyper digeste. Et encore, là, je vous ai fait une version, comment dire,
très, très allégé en termes d'annotation, parce que dans le document original, il y a des jeux, il y a des tues, tantôt c'est l'auteur qui est l'énonciateur, tantôt c'est le contraire, tout se mélange, enfin, c'est très compliqué à décrypter. Ça ressemble pas du tout à un document qui a été fait pour, comment dire, pour faire sortir une information, parce que tout ça est très opaque. Il y a beaucoup de références assez complexes, il y a des références extrêmement précises, genre à la fin il nous parle d'une personne dont on n'a jamais entendu parler, Mary Elizabeth Elliot, qu'est-ce que ça vient foutre là? Bon, faut vraiment avoir l'esprit tordu quand on veut créer un document de toute pièce pour faire des choses pareilles. Bon, ceci étant, on peut l'imaginer, mais quand on rentre vraiment dans les détails et qu'on cherche à tisser les liens avec le monde réel, eh ben on trouve des liens qui sont difficiles à détisser. Je pense à Hawk Shannon, par exemple, qui est évoqué en début de document. L'amiral Wilson dit « Oui, alors j'ai parlé à mon copain Hawk pendant 2 heures au téléphone, il m'a dit qu'il fallait absolument que je vous parle parce que vous êtes très crédible et tout ça. Mais là, en ce moment, on peut pas trop lui parler parce qu'il a des problèmes de santé, il fait des allers-retours à l'hôpital et tout. » Bon, c'est un détail qui est un peu... faut aller l'imaginer, ce détail. Eh bien, figurez-vous que le fameux Hawk Shannon a été retrouvé par le podcasteur Jay Anderson il y a, je crois, 2 mois, 3 mois, un truc comme ça. Il est allé l'interviewer et il lui a posé la question. Alors bon, je sais bien que vous pouvez pas, je sais plus ce qu'il lui a dit. Enfin, en gros, il lui a dit qu'est-ce que vous pouvez me dire du mémo Wilson? Il dit je peux pas dire grand chose, machin. Parce que Tom Wilson, l'amiral, lui, il dit qu'en fait, tout ça c'est de la connerie et qu'il vous connaît même pas. Oh, bah, peut-être qu'on m'oublie facilement. Ah, je veux pas embarrasser Tom, je veux pas le... Hein, bon, peut-être qu'on m'oublie facilement. Voilà. Bon, d'accord, très bien. Alors, dans le mémo Wilson, il est dit qu'à un moment, vous auriez eu des problèmes de santé autour de 99. Ça vous dit quelque chose? Je sais pas, Janine, non, pardon, Linda, mes problèmes cardiaques, c'était quand déjà? 99! Ah oui, c'est ça, oui. Comment un mec qui crée un canular va avoir l'idée de... Alors attends, si j'imaginais que Hawk Shannon, il n'a pas pu participer à ça parce qu'il a eu des problèmes cardiaques et je vais aller regarder ses dossiers médicaux parce que personne ne savait que Hawk Shannon, moi je ne savais pas par exemple. Qu'on soit clair, si on le montre sur la chaîne, c'est qu'on le considère comme authentique. On va pas commencer à mettre sur la chaîne des documents qui sont douteux parce que là on va pas s'en sortir. Donc si aujourd'hui j'ai décidé qu'on pouvait mettre ce document sur la chaîne, c'est parce que il est appuyé derrière par beaucoup de monde depuis ces 2 dernières semaines. Et comme tu fais la remarque, on a réussi à avoir l'interview avec Hawk Shannon qui dit clairement, oui, c'est comme ça que c'est passé. Donc, pour moi, c'est pas discutable. Pour toi, non. Mais si on traîne un peu sur UFO Twitter, on trouve encore des gus pour dire mais enfin, c'est un script ou un script ou un machin comme ça. Des autres. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où tu as ta méthode de validation des documents, ce que les autres pensent, tu n'en as rien à carrer. Donc, c'est aussi simple que ça. Moi, j'ai 5 sources qui me disent que c'est authentique. Bah, c'est authentique, je me pose pas plus de questions. Il y a un moment, si tu ne fais même pas confiance à tes propres sources que toi, tu as vérifiées, quand les 5 te disent que c'est authentique, c'est toi qui deviens conspirationniste à l'intérieur de ta propre tête. Bon d'accord, mais moi j'essaie de convaincre nos spectateurs, tu comprends, qui ne parlent pas à tes sources puisque tu parles jamais de tes sources. Non, mais tu vas faire l'effet inverse. Tu vas faire l'effet inverse. En discutant de la véracité du document, tu sous-entends que tu essayes de convaincre les gens qu'il est vrai, et du coup les gens vont détecter ça comme étant quelqu'un qui essaye de leur vendre une information, et du coup ils vont prendre un recul sur l'information. Mais quand tu as quelqu'un qui... Toi, tu parles avec la confiance que tes sources t'apportent. Mais pour les gens qui te regardent, tes sources, ils ne les connaissent pas. Toi, alors, bon... moi, si tu veux, je sais que tu es quelqu'un qui est un bosseur, tu es quelqu'un de très sérieux. Mais malgré tout, tu n'es que Baptiste Friskour. Donc, qu'on le veuille ou non, on se bat contre d'autres gens qui ont... la même assise que toi dans la communauté et qui disent autre chose. Donc mais il non, me semble que... Franchement, c'est un faux débat. Je ne vais pas voir ce qui existe sur les autres chaînes, je ne vais pas regarder ce que les autres personnes pensent. Et quand je vois passer un truc dégueulasse sur Twitter, comme ça s'est pas mal passé ces dernières semaines, je déboîte sur place toute personne qui essaye d'attaquer
de manière absolument ignoble la réputation des personnes qui font un travail sérieux sur le sujet. Donc, c'est vraiment une question que... Enfin, pas un historien se poserait cette question-là, en fait. Tu as des documents de référence, ces documents de référence ont été vérifiés, tu vas pas aller rechercher pour la vérification des documents à partir du moment où ils ont été vérifiés. Tant que ce document n'était pas vérifié, j'en parlais même pas. J'en avais rien à cirer. Il ne rentrait pas à l'intérieur de ma grille de lecture. Maintenant qu'il est vérifié avec un niveau satisfaisant de confiance, il peut pas revenir en arrière. Faudrait démolir, je sais pas, 8 carrières de gars qui sont des historiens professionnels. Donc non, c'est pas comme ça que ça marche. Faut aller en avant. Et mais c'est une question très intéressante. Moi, cette chaîne n'est pas là pour convaincre. J'en ai rien à cirer. Cette chaîne est là pour montrer des documents sur lesquels on a un bon niveau de confiance. C'est tout ce qu'on cherche, sachant que la confiance totale n'est pas possible. En histoire, c'est pas possible d'avoir une véracité absolue, ou sinon il faut créer un ministère de la vérité, et là je vous renvoie à Orwell. Donc, faut peser le processus qu'on est en train de faire, et c'est pour ça que toute critique qui m'est adressée est absolument futile. Les gens en sont réduits maintenant à critiquer mon aspect physique, parce qu'ils savent que tout le boulot qu'on a fait de traduction et d'examen des documents que vous trouvez sur chacune des vidéos de cette chaîne, il est inattaquable. C'est aussi simple que ça. Donc franchement, faut pas t'embarrasser de ce genre de réflexion, c'est une perte d'énergie de mon point de vue. Ben, mais moi, ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il y a des choses qu'il faut qu'elles sortent. Ah, peut-être un petit peu. Non, mais moi, je considère que... Enfin, on n'a peut-être pas tout à fait le même objectif, toi et moi. Après tout, c'est peut-être limite salutaire, d'ailleurs. Mais moi, je considère qu'on a, malgré tout, des gens à convaincre. À partir du moment où il y a un débat qui existe encore sur un document, si on laisse... Comment dire si on laisse seulement la place à ceux qui gueulent le plus fort, bah nous on nous entend pas trop. Alors mais je le regrette. Personne ne gueule, personne ne crache à la gueule de ce document. Mais je suis pas d'accord. Cite-moi des personnes qui crachent à la gueule de ce document. Bah John Greenwald, il continue de dire que c'est faux. Ok, on va aller. À moins qu'il ait changé d'avis. Sur la page de John Greenwald, c'est pas ce qu'il dit, c'est l'inverse. Il a changé d'avis, John Greenwald. Alors là, j'étais dessus il y a un quart d'heure, hein, donc. Ce que je cherchais. Parce que la dernière fois que j'en ai entendu parler de sa bouche, c'était censé être un script. Mais non, mais ça. Un pilote de série. John Greenwald se finance par la mise en doute. Et donc, il va toujours essayer de trouver, attention, ce document n'est pas parfait parce que nanana. Et c'est comme ça qu'il va alimenter les vues sur son site. Mais quand tu prends l'argumentaire qui est écrit et pas juste ce qu'il dit en disant attention, c'est pas certain, mais oui, évidemment, aucun document historique n'est certain. Ça, on est d'accord. Tiens, je te mets le lien dans le chat. Tac. J'essaie de trouver. Est-ce qu'il l'a écrit? Donc ça, c'était écrit en 7 septembre 2021. Et il dit, étant donné qu'il n'y a pas de source, il n'est pas clair si ces documents sont réels, et même s'ils le sont, il est encore moins clair de savoir si le contenu est crédible. Il y a 2 ans, c'était un an et demi, c'était exactement ça. Il y a 1 an et demi, quand on avait ce document dans les mains, il n'y avait rien d'autre à côté. Donc évidemment, il y avait ce point de vue dessus. Depuis, on a eu énormément de confirmations qui sont arrivées les unes derrière les autres. Donc je pense que tu as gardé en mémoire le point de vue qu'avait Greenwald sur le sujet, mais même moi, j'avais le même à l'époque. Hein. J'étais pas au point de dire que c'était un scénario de série télé, parce que ça, c'était complètement... Ça, fallait vraiment... fallait vraiment être de mauvaise foi. Fallait vraiment pas vouloir y croire, quoi. Mais l'avantage, c'est que c'était très facile à voir qu'il était déformé, parce que c'était sa profession. C'est-à-dire que le premier biais que les gens vont avoir, c'est de reconnaître en quelque chose qui est inconnu, quelque chose qu'ils connaissent. Et donc, si le gars est producteur télé et son boulot, c'est de trier des scénarios pour des séries télé, et que tu lui montres un document et qu'il te dit c'est un scénario de série télé, c'est qu'il est à l'intérieur de son biais. C'est un moyen extrêmement simple.
Vous prenez un chercheur, vous lui donnez un truc inconnu et il vous dit ouais, c'est bien, ça tombe dans ma spécialité. Non, ça veut dire qu'il se plante. Il a juste appliqué son biais de perception. Alors, est-ce qu'on peut peut-être parler d'un dernier élément? Ah bah, fais-toi plaisir, hein, c'est ton émission. Alors, donc sur la fin de l'échange entre Eric Davis et Tom Wilson est évoquée l'identité d'une personne que moi dont j'avais jamais vu le nom avant de lire ce document, qui est donc une certaine Mary Elizabeth Elliot. C'est Eric Davis qui pose la question à Tom Wilson. Alors, qu'est-ce que vous savez de Mary Elizabeth Elliot et de TRW? Bon, alors beaucoup de personnes se sont penchées sur ce nom-là et j'ai fait ma petite recherche sur Internet et une chercheuse ou un chercheur, je ne sais pas trop, qui s'appelle Brit in Wonderland. Je sais pas si tu connais, Baptiste. Ouais. Voilà, dont j'ai pas retrouvé la trace d'ailleurs. Il n'y a pas de compte Twitter. Elle a eu des complications familiales. Ah zut. Bon, quoi qu'il en soit, elle a retrouvé cette personne, Mary Elizabeth Elliot. Enfin, disons que elle a retrouvé une Mary Ann Elliot. Donc là, on se dit, ouais, bon, bah ça va, des Mary Elliot, il doit y en avoir des brouettes aux États-Unis, c'est vrai qu'ils sont très nombreux. Mais quand on va sur le profil de Mary Ann Elliot, eh ben, on constate qu'elle a créé une boîte d'aérospatiale appelée Aerospace, qui est un jeu de mots entre Arrow, une flèche, qui est aussi d'ailleurs, vous aurez peut-être capté, le nom de l'organe d'étude des ovnis qui vient d'être créé. Ça s'écrit pas pareil, mais enfin, c'est un jeu de mots du même acabit. Donc c'est un jeu de mots pointu. Tu l'as pas déjà faite celle-là? Si, mais je le rentabilise. Oui, non, mais ça, oui, non, parce que je veille au grain. Et donc, quand on regarde un petit peu, eh bien, dans sa boîte d'aérospatiale, on trouve des transfuges de l'entreprise TRW, qui fabrique des missiles balistiques pour l'Air Force, qui est donc le TRW qui est évoqué également dans le machin. Donc, on ne sait pas exactement ce qui pose comme question, enfin ce qu'il veut savoir sur Mary Elizabeth Elliot, ni pourquoi il pose la question, sauf que TRW, c'est une entreprise qui a donné lieu à la création de Aerospace Corporation, où travaille aujourd'hui Eric Davis. Et pas Earthtech? Non, il était chez Earthtech, mais il n'y est plus. Maintenant, il bosse à la Aerospace Corporation. Donc, on a l'impression qu'il cherchait lui-même, Eric Davis, l'endroit où étaient cachées les épaves d'OVNI, et qui creusait un peu dans toutes les boîtes d'aérospatiales qui traînaient. Et TRW, c'est une boîte d'aérospatiale qui a fabriqué notamment la sonde Pioneer, la première à avoir quitté le système solaire. Enfin, c'est un gros machin. Des missiles nucléaires et tout ça. Mmh. Là, tu es sur Aerospace Corporation? Ouais. Tu penses qu'il va être dans la liste des employés? C'est bon, je regarde. Je suis jamais allé voir, je vais te dire. Isakowitz, on n'en parlait pas tout à l'heure? Non. Norquist? Oui, il y a Norquist! Ah, trop fort! C'est qui Norquist? C'est l'ancien secrétaire adjoint à la Défense. C'est lui qui a mis en place le premier groupe UAPTF. Ah! Qu'est-ce que c'est compliqué ce sujet. Ouais, ils font des... Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais voir sur... Non, bah... on pourrait sans doute passer 48 heures d'affilée à gloser et à partir en digression à partir de ce document-là. Il est blindé de références. Ouais, je pense qu'on a fait le principal. Et puis voilà, peut-être que cette année, on va en savoir plus sur les sous-entendus de ce document-là. En tout cas, je l'espère.
Et je vois pas comment il pourrait ne pas être exploré davantage ce document compte tenu des lois qui ont été votées par le Congrès autour du sujet et du fait qu'il a été évoqué lui-même ce document-là pendant la seule audition de notre ère sur le thème des ovnis. Ouais, je suis d'accord. Mais je pense qu'on fera une deuxième émission juste sur les personnes qui sont citées à l'intérieur et les différents programmes qui sont référencés, juste pour donner le contexte autour, parce que mine de rien, une fois qu'on a pigé tous les éléments qui sont à l'intérieur, qui est John Alexander, etc., ça devient quand même nettement plus clair. Oui, bien sûr. Bien, voilà. Mon cher Guillaume, merci beaucoup pour ton travail. Les Explorers, un tonnerre d'applaudissements pour notre Guigui Yo-Yo national. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Salut!